c'est Doc Dandy, bonjour. Donc aujourd'hui un petit vidéo assez conséquente tout de même pour présenter le projet Crimson Hope. Crimson Hope, c'est donc mon petit jeu de SF Mecha, qui est un vieux projet de ma part, qui a été mûri au fur et à mesure du temps. Je vais vous en parler un petit peu, simplement vous dire que du coup cette vidéo sera chapitrée en différentes parties pour que du coup vous puissiez éventuellement passer sur la vidéo à des choses qui vous intéressent un peu plus. Donc du coup on va parler déjà en première partie du projet éditorial, des inspirations. Ensuite, on va rentrer dans le cœur de l'univers de Crimson Hope. Et ensuite, on parlera également un petit peu du système, du système Cortex, et aussi du coup des options et particularités du jeu par rapport au système Cortex Prime, qui est le générique utilisé. Donc je vais commencer par un petit pitch. Pourquoi ce jeu, d'où il vient. Tout simplement, moi en tant que rôliste et fan de SF, j'aime beaucoup la science-fiction, plus la hard science en fait finalement que le space opéra, qui est toujours qui a toujours été pour moi en fait une espèce de fantaisie dans l'espace, et de la vraie science-fiction qui sent les sciences, qui sent l'avenir, et qui part pas dans des délires pseudo-magiques à base de mécanique quantique et d'effets étranges. Donc c'est vrai que ce côté hard science, hein, à mettre entre guillemets, parce que j'ai jamais encore vu de la vraie hard science qui va vraiment au fond des choses, mais ce côté un peu rugueux, un peu réaliste, ça me plaisait beaucoup. Et en même temps, je suis un grand fan de mecha et des animés de mecha. Donc, je suis un enfant des années 90, donc qui a grandi avec des choses comme Macross, Evangelion. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme type de mecha? On a les Gundam évidemment au niveau des inspirations. Donc, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué, et donc forcément qui me donnaient toujours envie, parce que un bon JDR de mecha, eh ben, c'est quand même un petit jeu de sale gosse. On va jouer le côté héroïque, on va jouer avec des gros engins. C'est assez plaisant. Et pour tout dire, en fait, c'est un peu compliqué de trouver des jeux de SF qui tiennent un peu la route. Alors, en France, on a le fameux Mecton Z, qui est toujours là, hein, qui a d'énormes qualités, mais qui en même temps était très simulationniste, très précis. C'est le cas aussi pour des jeux comme Battletech, ainsi de suite, qui donnent plus envie de jouer aux figurines que faire autre chose. Euh, Mecton Z, il avait la particularité vraiment d'avoir un côté très narratif, très animé, avec un système de base super simple. Puis dès qu'on montait dans un méca, là ça sortait de la calculette. Ah si, oui, on commence à faire des calculs de poids, de gabarit, et ainsi de suite. Ça devient pas évident du tout. Donc l'idée, c'était d'avoir un jeu qui soit donc suffisamment ludiste pour être fun, tout simplement, hein, sans tomber dans une logique vraiment de pur jeu de société où on commence à sortir des gabarits, à calculer des choses, et ainsi de suite. Et donc je voulais aussi quelque chose de plus narratif, puisque je me considère souvent comme ce que j'appelle un ludonarrativiste, c'est-à-dire que j'aime bien l'idée, j'aime bien, mais j'aime aussi du coup le drama, jouer sur les personnages, et puis des histoires qui sont fortes. Et ça, du coup, le genre mecha, il est parfait justement pour ce type de choses. Euh, donc pour la petite genèse en fait, hein, du projet, j'avais carrément monté un groupe à l'époque sur le groupe sur le site Casus No, où je cherchais à trouver et à discuter autour des jeux de méca et savoir quel était le Graal de tant attendu. Alors c'était pas mal parce que du coup il y a eu pas mal de réflexions, beaucoup de discussions, d'échanges, de retours par rapport à des jeux. Donc ça c'était super. Euh, Aujourd'hui ce groupe n'existe plus. Par contre ça a généré un groupe qui s'appelait Chronique Mécanique sur Google+,
Cette fois-ci, c'est Google Plus qui n'existe plus, donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Chronique Mécanique et qui fait à peu près la même chose sur Facebook, sachant que bah, l'idée c'est de discuter de tout ce qui est JDR autour du Mica, des inspirations, donc forcément les animés, la musique, les jeux de société qui vont aux jeux vidéo qui sont associés. Donc je mettrai le petit lien tiens, au passage. Euh, et donc, bah, il y a pas mal de réflexions. Et puis, j'arrivais pas à trouver le petit. Ce Graal, ce côté vraiment à la fois donner de l'importance au personnage et à la fois donner de l'importance au mecha et d'arriver à trouver quelque chose un petit peu entre les deux. Et assez rigolo parce que du coup, on voit ici le petit jeu Firefly, qui est mon jeu préféré aujourd'hui, hein, clairement. Je ne sais plus qui m'avait glissé à l'oreille, il me dit pourquoi tu n'utilises pas les règles de Firefly pour faire du mecha. Et je dis bah merde, c'est vrai, dans Firefly il y a des règles en fait au niveau du vaisseau qui est traité comme un personnage. Et donc on combine à la fois les caractères du personnage et les caractères du mecha dès qu'on fait enfin du vaisseau, dès qu'on fait intervenir le vaisseau. Et là j'ai dit bah bingo, c'est exactement ce que je veux. À la fois donc un jeu où on a une fiche de personnage et une fiche de mecha. Et notamment l'aspect modulaire du système m'a permis du coup d'avoir quelque chose vraiment de qui combine ben, des ensembles qui donnent à la fois des avantages techniques et mécaniques au personnage ou au mecha et en même temps quelques twists au niveau narratif. Ça rentrera dans le détail un peu plus tard. Euh, donc c'était parti là-dessus. Donc du coup je me dis tiens, voilà, j'ai mon système et puis du coup je vais créer mon jeu de mecha. Alors je me suis dit bon bah maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends un univers connu? Est-ce que je dis tiens je vais faire un Gundam RPG Cortex ou un... Et puis du coup je dis oh, non en fait je vais vraiment repartir de A à Z et créer un jeu à part entière dans un univers qui me plaît avec une thématique qui soit forte. Alors la thématique, elle est, on en reparlera au niveau des inspirations, mais elle est venue assez rapidement parce que je me suis inspiré du système de Sparks RPG. Alors Spark RPG, c'est tout simplement c'est un jeu dont le principal intérêt est d'être basé sur une création collaborative et qui en fait permet de prendre des œuvres qui nous plaisent, de retirer les éléments essentiels, ce qu'ils appellent euh, les principles, les principes du narratif de ces univers-là, et de les mixer pour créer un univers original. Et ce qui fait que du coup, bah, on est dans un univers avec des codes que l'on connaît parce qu'ils viennent par exemple de tel ou tel univers. Et après, on mixe le tout et on crée, je dirais, ex nihilo ce propre univers. Et donc, moi, la création de l'univers jouait vraiment beaucoup sur des éléments, on verra pour les inspirations, mais sur des éléments autour d'une guerre. Je voulais pas aller trop loin, donc du coup, je me suis dit, tiens, on va pas faire un espèce de jeu de SF vraiment complètement waouh, on va dans l'espace. Et j'ai cloisonné l'univers de jeu au système solaire, et donc disant que l'humanité est pas partie très loin à juste coloniser, donc on reste quelque chose d'assez réaliste, mais du coup faire face à une invasion alien. Et là, je sais plus pourquoi c'est venu comme ça, il y a l'image de Mars qui est arrivée assez vite. Parce que le- Mars c'est une planète qui fait rêver, c'est une planète qui est proche. Euh, Certains disent que voilà d'ici quelques années on va y poser le pied et ça fait pas mal fonctionner la machine à fantasmes. Donc du coup je me suis dit bah, c'est parfait. Et puis Mars, il y avait plusieurs choses qui y apparaissaient. D'abord c'est un monde étrange. Ensuite c'est le nom du putain de dieu de la guerre et c'est une surface qui est rouge, rouge-orange, donc du coup qui rappelle un peu aussi le sang, la guerre, toujours pareil. Donc c'est ces thématiques qui vont assez bien. Et puis rouge, je me suis dit, bah, tiens, rouge, ça me plaît. La création
du jeu. La maturation du jeu s'est fait pas autour de 2015 et oui 2015 et c'est une période du coup où il y avait pas mal de heurts, hein. C'était pas encore les gilets jaunes, mais il y avait eu il y a eu quelques émeutes dans les banlieues et des manifs et donc c'était une période de tension sociale. Je me suis dit bah tiens, Mars, c'est aussi Mars la rouge, Mars la socialo-communiste, et donc du coup d'instaurer du coup de mettre dans cet univers-là des problématiques de lutte sociale, ça m'intéressait également. Et puis un autre truc aussi, c'est que du coup bah, Mars, Pluton, Jupiter, c'est le nom de la mythologie gréco-romaine. Et donc, je me suis dit, bah ça c'est parfait, on a un trope, c'est d'ailleurs en fait, on va euh, infuser toutes ces mythologies. Donc du coup, je me suis inspiré de toutes les mythologies pour les noms, pour les principes, ce genre de choses. Ce qui fait que notamment, bah, ce qui explique notamment le nom des, euh, des aliens qui s'appellent donc les cyclopes. Donc voilà, donc les cyclopes attaquent avec des classes Circé, des classes Fenris, et en face on a des mechas qui sont du coup des modèles Valkyrie, des modèles Herculanum, Apollon Jagger par exemple, c'est un très bon modèle. Donc ça c'était voilà des choses qui du coup ont permis vraiment de nourrir l'imaginaire. Donc vraiment trois thématiques, la guerre, les luttes sociales et la mythologie, tout en restant du coup dans un univers SF qui soit cohérent, à défaut de réaliste. Enfin il y a pas mal de cohérence et c'est vrai que mon côté scientifique a tendance à pousser un petit peu les choses pour pouvoir vraiment donner des idées vraiment qui soient pertinentes et qui aient du sens. Même si du coup bah, on reste toujours un petit peu sur du délire et ça reste un jeu de méca, donc avec des fois euh, pas forcément quelque chose de bien réel. Voilà. On va parler des inspi juste après et on verra un peu vraiment comment j'ai nourri tout cet univers là. On va donc parler des inspirations. Alors, comme j'ai expliqué, j'ai utilisé le système Spark et je suis parti de trois œuvres à l'origine, qui étaient donc Front de Mission, Evangelion et l'Attaque des Titans. Alors, Front de Mission, c'est du coup essentiellement le manga Front de Mission Doc Live, Doc Style qu'on voit ici, qui est donc une adaptation en manga assez libre d'un grosse franchise des années 90-2000 de jeux vidéo. C'était un jeu de mecha qui avait l'air assez cool, mais j'ai pas connu Front de Mission. Euh, avec une narration assez intéressante en fonction un peu des sorties. Et le manga de Clive Dogstyle, il est assez marquant parce que c'est un manga de guerre en fait, où les mechas sont assez peu présents. Et ils sont juste là pour renforcer un peu le côté SF et surtout du coup le côté guerre ultra violente avec dommages collatéraux et puis beaucoup de violence. Alors c'est un manga qui est assez décrié pour ça. C'est clair que voilà, il y a des viols, il y a des mutilations, il y a une scène assez parlante où tu vois le photographe qui prend une photo juste au moment où il y a un gars dans un mecha qui vient de battre son adversaire et qui arrache le corps du pilote du mecha avec le torse sanguinolent. Enfin, c'est assez dégueu. Mais finalement, quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est jamais gratuit. C'est justement là pour me faire marquer la véritable violence qu'est un conflit. Et ce qui me plaisait beaucoup dans Front de Mission, c'est que bah, c'est très peu manichéen.
Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Même le héros qui est le journaliste qui suit un peu tout le temps les différents personnages, on peut pas dire que ce soit une bonne personne. Quelqu'un qui du coup est juste là pour constater, c'est un témoin. Et c'est vrai que du coup ce côté-là me plaisait beaucoup, donc c'est vrai que du coup pour Crimson Hope je cherchais, et j'ai pris dans Front de Mission le côté conflit total. Il n'y a pas vraiment d'issue, il y a pas mal de choses qui sont inéluctables, mais on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Euh, c'est l'intérêt de Crimson Hope, et c'est tout l'intérêt du jeu en campagne, c'est de voir comment va évoluer le conflit, qu'est-ce qui va se passer, et où est-ce qu'on va aller. Donc on verra après au niveau des mécaniques et au niveau de l'univers comment ça évolue, mais c'était vraiment quelque chose de principe, c'est-à-dire, voilà, c'est un gros bordel généralisé, il y a des innocents qui crèvent, et les personnages sont juste là du coup pour faire ce qu'ils peuvent au milieu de tout ça, sachant qu'ils ont effectivement un impact, hein, ce sont des héros, mais ils vont pas pouvoir, enfin ce sera jamais une victoire totale. On le voit notamment dans le dernier scénario que j'ai fait jouer à Octogone, où c'est une mission de sauvetage, et puis c'est quand même en demi-teinte, parce qu'on a réussi à sauver, je dirais, la plupart des innocents, mais il y en a quand même tout un paquet qui sont morts après derrière. Donc ça, c'est typiquement une série, un épisode de Crimson Note tel que je les aime. Ce côté, on est des héros, on fait des choses, mais bon, enfin, voilà, c'est pas, la victoire totale est pas possible. Euh, on le verra aussi après pour les autres inspirations qui sont quand même assez pessimistes également. L'autre inspiration, c'est Evangelion. Alors Evangelion, évidemment, c'est un manga et animé mythique des années 90. Pour ma génération, c'est THE référence. J'ai dû écouter en boucle et en re-reboucle l'intégralité des musiques euh, de l'animé. Je le connais par cœur, j'adore les personnages. Enfin, et ce qui me plaisait pas mal dans Evangelion, c'est ce côté invasion étrangère, cette espèce de ces corps étrangers qui débarquent. On sait pas qui sont les hommes, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ainsi de suite. Et donc j'ai repris tout ça. Donc là, les cyclopes sont vraiment là comme ça, ils sont étranges, on ne peut pas communiquer avec eux. Ils sont monstrueux, ils ont des apparences qui rappellent justement des personnages de la mythologie. Donc dans Evangelion, c'est la mythologie biblique. Dans Crimson Hope, on est plus sur des mythologies très diverses et principalement gréco-romaines. Même si par exemple il y a des classes archangel dans dans Crimson Hope, ça me fait penser que j'ai pas mis des films, ce serait pas mal. C'est toujours faisable, c'est pas encore écrit. Donc il y avait ce côté vraiment étrange, et les cyclopes dans Crimson Hope tiennent vraiment du côté ange à la Evangelion, avec ce côté mystère, et ces espèces de technologies organiques. Il y a beaucoup d'organique autour de ça. On sait pas trop ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Et ils sont très puissants, et donc il faut des machines pour s'en débarrasser. Alors que eux, c'est juste des corps avec des capacités absolument incroyables. Comme Crimson Hope, il y a quand même des, euh, des mechas qui arrivent à jeter du froid alors qu'on est dans le vide, par exemple. Donc après, ouais, on est proche du zéro absolu, mais on a quand même du coup des monstres qui arrivent à congeler un mecha. C'est des classes Ymir, si vous voulez tout savoir. Du nom du, du géant des glaces, père des As dans la mythologie nordique. Donc ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et là, on attaque du coup sur la troisième inspiration, qui est l'attaque des titans. Revient sur la même chose, Titan, Cyclope, voilà, enfin c'était un peu facile. L'attaque des Titans, que je n'aime pas en fait. Faut avouer que c'est une série sur laquelle je suis pas fan, plus par rapport à son traitement que par son fond. Le manga est illisible pour moi parce qu'il est moche à pleurer. L'anime a pas mal d'intérêt, et les thématiques
de l'univers sont vraiment vraiment intéressantes. Les concepts de ces héros qui sont enfin, voilà, des fusibles qui vont juste servir pour sauvegarder l'humanité, ça me plaisait beaucoup. Donc dans l'attaque des titans, le corps expéditionnaire et les autres membres de l'armée sont là pour du coup pour protéger contre une menace qui est a priori très compliquée. Et donc il faut vraiment tout le talent des, euh, euh, des personnages pour arriver à s'en sortir. Et c'est un peu l'idée que j'avais avec Crimson Hope, c'est de jouer ce côté vraiment, on a des monstres gigantesques qui débarquent, et puis toi tu es dans ton Mika, pilote, avec seulement ton talent et ta technologie pour y arriver. Ça a pas mal influencé notamment les modifications au niveau du système aussi, parce que le personnage principal dans l'attaque des titans, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il a une volonté. Il n'est pas le plus doué, il n'est pas le plus fort, le plus rapide, ni rien. Par contre, il a une volonté, c'est éradiquer les titans. Et ça, je me dis, ah ouais, mais ça c'est intéressant. En fait, le moteur narratif du personnage, c'est sa motivation. Et c'est pour ça qu'on verra au niveau des mécaniques que la première caractéristique d'un personnage dans Crimson Hope, le pilote, c'est ses motivations. C'est vraiment le cœur du jeu, des systèmes. C'est que pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qui l'amène à faire ça, et pourquoi il agit. Et c'est d'autant plus intéressant que du coup, les motivations se croisent, peuvent du coup créer un petit peu des étincelles, ou en tout cas des situations conflictuelles entre les pilotes. Alors ça c'était les trois, je dirais les trois œuvres d'origine. Et puis très vite en m'intéressant à différents mangas, animés, je me suis intéressé à Mars par exemple. Du coup maintenant j'ai une bibliothèque entière avec pas mal d'ouvrages scientifiques sur Mars, la planète en elle-même, l'exploration, les perspectives au niveau de l'installation des hommes sur Mars, ce qui a beaucoup nourri du coup mes réflexions. Ensuite, bah, du coup, je suis tombé sur d'autres œuvres, euh, notamment du coup Mars. Donc la trilogie de Mars de Robinson, donc du coup qu'on appelle Mars la rouge, Mars la verte et Mars la bleue, qu'on peut voir ici là pour Mars la verte. Ouais, Kim Stanley Robinson, c'est du lourd, hein. C'est trois bouquins hyper épais. C'est pas forcément évident, il y a pas mal de choses des fois qui jouent un peu la carte Art Science et on s'y perd, mais c'est un bijou parce que ça parle des premiers hommes sur Mars, de comment ça va évoluer. Alors j'ai trouvé un boulevard parce qu'évidemment tout l'aspect corporate, les problématiques de justice sociale, les problématiques identitaires des Martiens, puisque au bout d'un moment les Martiens vont se dire bah nous on est Martiens, et donc les Martiens d'abord. Euh, Ça c'est des thématiques qui m'intéressent et on voit notamment du coup l'exploitation, la surexploitation des ressources fait que ben, les Martiens, et c'est le cas dans Crimson Hope, sont un peu les dernières roues de la charrue. Donc là, c'est ça en fait l'idée par rapport aux privilégiés que sont les Terriens. Euh, on en reparlera un peu plus tard au niveau au développement de l'univers. Un autre, là c'est manga, enfin d'abord animé puis le manga qui m'a beaucoup influencé, c'est Knight of Sidonia, qui est une petit bijou par Tsutomu Nihei. Donc c'est l'auteur de Blame et Biomega qui est quand même hyper connu dans les mangas SF. Et l'animé est un petit peu bizarre au niveau du comment de l'image parce que c'est du 3D, de synthèse. C'est pas terrible au départ. Et puis en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'ils s'en servent très bien pour la narration et notamment pour des combats qui sont absolument parfaits. Puisque le principe de Knights of Sidonia, c'est qu'en fait, il y a des monstres venus de l'espace qui sont arrivés pour tout détruire et qui du coup bah, sont devenus ont carrément éradiqué la Terre et les personnages de Sidonia c'est le dernier vaisseau de l'humanité, enfin, en tout cas
ils connaissent pas d'autres, qui luttent pied à pied pour garder la quelques milliers d'humains qui sont présents à bord du vaisseau. Ils utilisent des mechas pour lutter contre des créatures cauchemardesques qui se régénèrent, qui se transforment, ainsi de suite, dont on comprend absolument rien. Donc là, les thématiques, on revient sur ces thématiques de Cyclope et le côté sacrifice et le fait que vraiment les pilotes sont vraiment la dernière chance de l'humanité, hein. Il y a plein de moments dans Knights of Sidonia où où ils sont pas loin de l'extinction et puis ils s'en sortent in extremis parce que bah voilà, il y a des pilotes un peu plus doués que les autres et il y a aussi des évolutions technologiques, il y a du drama, il y a énormément de choses. Et alors les autres œuvres de Nihei sont un peu plus obscures. Il y a Apopsys aussi par exemple, Aposis qui vient de sortir en manga et qui est pas évident. Mais Knights of Sidonia c'est le plus accessible et on retrouve bien des thématiques typiques de l'ASF qui sont intéressantes et qui ont nourri du coup tout mon univers et la création autour de Crimson Hope. Un dernier, une dernière inspiration. Alors ça c'est rigolo, c'est The Expanse. Voilà. Donc The Expanse, je présente plus. Hein, donc c'est cette série de romans, puis série sur Sci-Fi, ouais Sci-Fi qu'on retrouve du coup un peu sur Netflix, maintenant sur Amazon, je crois, et qui parle du coup de l'humanité dans le 24e siècle à peu près. Donc qui s'est étendu dans tout le système solaire et qui du coup navigue. Donc avec des tensions entre les terriens, les martiens, ce qu'on appelle les belters, les ceinturiens. Et c'est rigolo parce que du coup, quand j'ai commencé les premiers playtests sur Crimson Hope, on m'a tout de suite parlé de cette œuvre et j'ai mis énormément de temps pour m'y mettre. Et aujourd'hui, quand je parle de Crimson Hope et que je veux résumer Crimson Hope rapidement, je dirais bah, c'est The Expanse mais avec des mechas et des aliens de l'espace qui détruisent l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai regardé la série la première fois, j'ai regardé et je me suis dit mais oui, mais c'est ça Crimson Hope. C'est exactement comme ça que je me l'imagine. C'est exactement comme ça que je me l'imaginais. Donc j'ai pas beaucoup pompé de choses autour de The Expanse parce que The Expanse a énormément de points communs avec Crimson Hope. Donc là, je pense que les auteurs qui se font appeler James et Corey, mais ils sont deux en fait, sont quand même pas mal inspirés de choses que moi aussi j'avais lu. Je pense notamment à la trilogie de Mars de Robinson. On retrouve pas mal de choses dans The Expanse qu'on voit déjà dans la trilogie martienne. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Par contre, effectivement, niveau technologique, au niveau de l'ambiance, au niveau des modifications, au niveau des tensions qu'on peut avoir entre les différentes planètes, on est clairement dans la même optique. Bon, à la différence près que dans The Expanse, Mars est devenu une république autonomiste très militarisée, et ce qui est pour moi du domaine du rêve dans Crimson Hope, parce qu'évidemment les terriens n'auraient jamais laissé faire ça une seule fois. On verra on expliquera pourquoi dans la dans le développement du background. Donc effectivement, ouais, The Expanse est vraiment une inspiration majeure si vous voulez vous figurer. Donc n'hésitez pas à regarder la série, regarder les visuels, les excellents visuels du jeu de rôle. Le jeu de rôle est sympa, mais surtout les visuels sont vraiment top. Il y a beaucoup de choses du coup à récupérer au niveau inspiration. Euh, voilà, il y a aussi d'autres. Allez, un petit dernier, un animé d'inspiration. Pareil, c'est une série du coup qu'on m'a conseillé. Quand je l'ai vu, j'ai dit bah ouais, ça ressemble beaucoup effectivement à Crimson Hope. C'est l'univers de Move Love Total Eclipse. Donc Move Love Total Eclipse à la base c'est des visual novels, donc des espèces de romans animés sous format de jeux vidéo
très connus au Japon qui sont jamais arrivés jusque chez nous parce que c'est un genre assez spécifique, puisque bah du coup c'est généralement des histoires d'amour, de drama, ainsi de suite, un peu comme du roman à l'eau de rose interactif. Mais du coup, dans un univers où, dans les années 60, des aliens ont débarqué, et ont commencé à éradiquer l'humanité. Et la seule solution qu'ont trouvé les humains, c'est comment dire, de mettre au point des mechas. Donc là, des mechas diesel pour lutter contre ça. Donc il y a pas mal de séries qui se passent à différentes époques. Euh, la série ça a été adapté en animé, donc on retrouve Move Love Total Eclipse, ouais c'est ça, Total Eclipse en fait, euh, qui, euh, qui est intéressante sur le pitch, mais qui au niveau du traitement pas du tout intéressante. Donc moi si je peux avoir un conseil, vous regardez les premiers épisodes de Move Love Total Eclipse, puis après vous en aurez marre du fanservice, des pilotes avec des boobs et d'une histoire qui n'avance pas, ce qui est dommage parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais c'est traité avec les pieds, juste pour qu'on ait un personnage principal de chick magnets avec plein de meufs autour qui lui tournent autour, et puis on sait pas laquelle va le faire craquer. C'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un autre spin-off qui se passe dans le passé, qui s'appelle Schwarzmarken. Et là, Schwarzmarken, petit bijou, puisque ça part du principe que du coup, il y avait toujours la guerre froide, et comme il y a eu une invasion dans les années 60, la Russie est tombée, et la nation forte qui protège l'Europe, en fait, c'est l'Allemagne de l'Est. Et donc on est dans une ambiance où on a des pilotes qui pilotent des gros méca diesel, les années, ça se passe autour de 80-86, donc dans des gros méca diesel, et donc qui font face à des hordes de monstres dégueulasses qui dévorent tout sur leur passage. Donc ça c'est pareil, là la série fait 6 épisodes, donc c'est plié en 2-2. Et par contre, ce qui est magnifique, c'est du coup, c'est toutes les tensions internes dans l'équipe qu'on appelle Schwarzmarken, c'est les bataillons de la mort, en fait, la marque noire, qui sont un peu les élites de la lutte contre les bêtas, ils appellent ça. Donc c'est quand même pas un nom pas très heureux en français, mais bon, voilà, c'est vraiment, quand vous verrez les bêtas dans Schwarzmarken, vous rigolerez pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'Allemagne de l'Est, donc du coup il y a la Stasi, donc il y a tout le contre-espionnage, donc il y a beaucoup de conspirations, ainsi de suite, et c'est assez intéressant, et ça m'a pas mal inspiré sur le côté problématique interne. Alors on n'est pas dans un environnement totalitaire avec l'agence ARES, mais c'est quand même un milieu où il y a des tensions politiques internes, et c'est une des menaces en fait du jeu, c'est-à-dire que c'est une menace en fait juste la cohésion interne de l'agence auquel appartiennent les pilotes, et c'est aussi à eux d'intervenir pour voir si ils vont pouvoir faire face à tout ça. Donc on verra, il y a plusieurs menaces, donc menaces externes, mais aussi des menaces internes liées aux tensions, aux manigances et au côté politique qui est assez présent dans l'univers de Crimson Hope. Voilà.